Dans le langage courant, on a tendance à considérer les termes de sanction et de punition comme étant synonymes. Pourtant, chacun de ces deux termes recouvre une réalité complètement différente, et ce que l'on va faire dans cette vidéo, c'est voir en quoi ils sont différents et en quoi surtout cette différenciation peut être intéressante lorsqu'on parle d'éducation. Alors on va parler d'éducation au sens large, c'est-à-dire autant l'éducation que l'on peut donner à nos enfants en tant que parents, que l'éducation que l'on pourrait donner si on est professeur ou si on est professionnel de l'éducation spécialisée. L'idée, c'est que les notions que l'on va développer aujourd'hui puissent vous servir autant dans votre vie personnelle que professionnel. Comme je vous le disais en préambule, il existe une différence fondamentale entre la punition et la sanction. Alors il y a plusieurs modèles théoriques qui peuvent être intéressants pour penser cette distinction entre la punition et la sanction. Évidemment, dans cette vidéo, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aborder principalement des concepts issus de l'approche systémique. Mais à titre de comparaison, je vais également faire un petit détour par des apports de l'approche comportementale qui est aujourd'hui largement utilisée, notamment dans le champ du handicap et de l'éducation spécialisée. En fait, pour celles et ceux à qui ça ne parlerait pas, le behaviorisme ou l'approche comportementale est un courant de la psychologie qui s'intéresse à la manière dont nos comportements sont conditionnés par notre expérience et notamment par les renforçateurs et les punitions que l'on a pu expérimenter par le passé. Dans cette approche-là, il y a notamment un postulat qui est celui qu'il y a 4 choses fondamentales qui peuvent modifier ou conditionner notre comportement. Il va y avoir la punition positive, la punition négative, le renforcement positif et le renforcement négatif. Mais il faut bien voir que lorsqu'on utilise les termes de positif et de négatif dans cette approche, on ne parle pas de notion d'éthique ou de morale. Le terme positif va avoir rapport avec quelque chose qui est ajouté et le terme de négatif va avoir rapport avec quelque chose qui est retranché ou qui est enlevé. Mais vous allez vite comprendre ça avec un exemple. Quand les comportementalistes parlent de punition positive, ça veut dire qu'on ajoute un stimulus désagréable. Donc en fait, tout ce qui va être le fait de crier, de gronder, de placer l'enfant face au mur, de le mettre au coin, etc., tout ça, ce sont des punitions positives selon l'approche comportementale. Puisqu'en fait, c'est l'ajout d'une sensation désagréable qui va venir conditionner le comportement futur. Et bien sûr, les pires formes de punition positive vont être les sévices physiques, les disqualifications et les humiliations. Puisqu'il faut bien voir que les humiliations vont créer des failles considérables dans l'estime de soi. De la même manière que les sévices physiques vont créer un traumatisme qui va en plus s'ancrer dans l'expérience du corps, et que les disqualifications vont être un petit peu comme des fléchettes empoisonnées qui vont distiller leur venin pendant très longtemps. À titre personnel, je considère que ce genre de punition n'est pas vraiment pédagogique puisqu'elle augmente justement la violence, l'agressivité, le sentiment de frustration et que ça détruit la personnalité plus que ça ne la construit. Alors ça, c'était pour la punition positive et vous avez vu à quel point le terme positif n'avait rien à voir avec l'éthique ou avec la morale. Maintenant, on va parler de la punition négative. Toujours selon l'approche comportementale, la punition négative, en fait, ça va être le fait d'enlever un stimulus agréable. Donc en fait, ça va être toutes les actions lorsqu'un enfant fait une bêtise ou a un mauvais comportement qui vont viser à lui enlever, par exemple, le priver de téléphone, le priver de télé, le priver de console, le priver de quelque chose qu'il aime. Donc le fait de lui enlever quelque chose qu'il apprécie. Alors ça, c'était pour les punitions. Maintenant, on va passer au renforcement. Donc les renforcements positifs, ça va être le fait d'ajouter une récompense, d'ajouter un stimulus agréable lorsque l'enfant effectue une action positive ou qui est attendue. Ces récompenses-là, elles peuvent être sociales, c'est-à-dire le fait de féliciter, d'applaudir, de dire que l'on est fier, etc. Elles peuvent être également matérielles, c'est-à-dire le fait de récompenser avec, je ne sais pas moi, quelque chose à manger qui fait plaisir à l'enfant, un cadeau, quelque chose comme ça, vous voyez. Pour faire une petite parenthèse, c'est ce genre de renforçateurs qui sont parfois utilisés notamment quand on travaille avec des enfants autistes et c'est ce qui peut choquer beaucoup de personnes qui voient ça d'un point de vue extérieur. Puisqu'en fait, on a tendance à se dire que ces renforçateurs positifs, lorsqu'ils sont matériels, ressemblent beaucoup à ce que l'on pourrait faire quand on dresse un animal, par exemple. Mais en réalité, ce qu'il faut voir, c'est que si les enfants autistes sont très peu sensibles à certains types de renforçateurs positifs de type social, eh bien, en fait, on vient les remplacer par des renforçateurs positifs qui marchent, tout simplement. Et pour élargir encore un peu plus la parenthèse, les renforçateurs positifs semblent plus pédagogiques que les punitions. Ça a par ailleurs été prouvé par des études que vous pouvez retrouver sur YouTube, ça s'appelle de Fun Theory, dans lesquelles on mettait par exemple des radars qui flashent non pas au-dessus des limitations de vitesse, mais en dessous, en inscrivant les personnes sur une grande loterie. Ou encore par exemple en installant un système de son sur les escaliers à la sortie du métro pour que quand les gens montent les escaliers, ils entendent des notes de musique et que par conséquent ça les incite plutôt à prendre les escaliers plutôt que l'escalator. Je ferme la parenthèse et je finis par vous parler des renforcements négatifs qui sont le fait de retrancher, d'enlever un stimulus désagréable ou d'enlever une contrainte. Pour vous donner un exemple, si je suis un enfant dans une famille et qu'une des contraintes qui s'applique à moi, c'est le fait qu'à partir d'une certaine heure, 19h par exemple, je dois être dans ma chambre avec un livre et qu'à 20h je dois avoir éteint la lumière, si mes parents repoussent un petit peu cette limite, eh bien il faut bien voir que pendant ce temps-là, on m'enlève une contrainte et que donc c'est un renforcement négatif.
Donc j'en ai fini avec l'approche comportementale, vous me direz dans les commentaires si ça vous a intéressé et on va passer au gros de la vidéo qui va être les apports de l'approche systémique. Pour faire d'abord de manière très simple une distinction entre la punition et la sanction, on pourrait dire que la punition c'est le fait d'infliger une peine qui soit physique ou morale et que la sanction a à voir avec le fait d'assumer les conséquences logiques de ces actes et que la sanction elle peut être négative mais également positive. Alors à partir de maintenant je réutilise les termes positif et négatif dans le sens commun, pas comme dans l'approche comportementale. Pour vous donner un exemple, un diplôme, c'est quelque chose qui vient sanctionner une compétence. Donc on voit bien que d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, la sanction peut être aussi bien positive que négative. Si l'on devait simplifier exagérément les choses, on pourrait dire que la punition a à voir avec un pouvoir répressif, alors que la sanction a à voir avec un pouvoir réparateur. Ce que je vous propose maintenant, c'est de développer les choses de manière un petit peu plus approfondie pour que ces concepts apparaissent de manière un petit peu plus claire. Et je vais d'abord commencer par la punition. Ce que l'on peut dire, c'est que la punition, elle est quand même marquée par la subjectivité de celui qui la donne. C'est la raison pour laquelle bien souvent les enfants ont tendance à considérer les punitions comme étant injustes. Puisqu'en fait c'est une réaction émotionnelle à quelque chose qui est perçu comme étant une faute ou une transgression. Je vous avais parlé dans une précédente vidéo de la distinction entre le registre affectif et le registre éducatif dans la communication. Et ce qu'il faut voir c'est que bien souvent la punition est perçue par les parents comme appartenant au registre éducatif mais que bien souvent elle a à voir avec le registre affectif. Et souvent, la punition sera utilisée non pas pour réparer, mais pour accentuer la culpabilité face à un événement. Et ce qu'il faut voir, c'est que bien souvent, la punition qui est émise a moins à voir avec la gravité de l'acte qui est posé par l'enfant que par le retentissement affectif et émotionnel que le comportement de l'enfant a eu sur l'adulte, sur la personne qui donne la punition. Donc en fait, si on réutilise des concepts systémiques, la punition, elle s'inscrit bien souvent dans le cadre d'une relation complémentaire, c'est-à-dire avec une personne qui occupe la position haute, exemple le parent, le professeur, et une autre personne qui occupe la position basse, l'enfant, l'élève. Je vous mettrai d'ailleurs un lien vers une précédente vidéo que j'avais faite où j'explore bien plus en profondeur ces concepts de relations symétriques, de relations complémentaires et également quels sont les pièges de chacun des deux types de relations. Pour faire un bref rappel qui est important dans la vidéo d'aujourd'hui, une relation complémentaire rigide, donc le piège de la relation complémentaire, c'est lorsque c'est toujours la même personne qui occupe la position haute et toujours la même personne qui occupe la position basse. C'est ce que l'on va retrouver notamment dans certains types de violences conjugales que le docteur Reynaldo Perón appellerait des violences punitions. Si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien également pour aller consulter la vidéo que j'avais faite à ce sujet. En fait, pour que la relation complémentaire soit fonctionnelle, il est intéressant que cette dernière soit souple et fluide. C'est-à-dire que parfois, il y a une personne qui occupe la position haute par rapport à un domaine en particulier, et l'autre la position basse, et qu'ensuite ça puisse changer si on change de sujet. Là où ça peut être problématique, je vous prends un exemple tout bête, lorsqu'on est dans le cadre de l'éducation nationale avec un professeur et un élève. Si le professeur imagine qu'il occupe une position complémentaire rigide dans laquelle il a la position haute, il va sans cesse se positionner de manière haute en fonction de son élève, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet. Bien évidemment, on comprend aisément que si je suis professeur de français, je vais occuper la position haute par rapport à mon élève dans tout ce qui va concerner la grammaire, le vocabulaire, enfin la matière que j'enseigne. Mais si jamais l'élève vient parler de rap par exemple et que ce n'est pas un domaine dans lequel je suis compétent, à ce moment-là, il faut que je sois capable de lui laisser la position haute par rapport à ce domaine-là en particulier et peut-être qu'il va m'apprendre des choses, peut-être qu'il va dire des choses qui vont être intéressantes et que je vais pouvoir, en tant que professeur, occuper la position basse par rapport à ce domaine-là en particulier. Mais si je souhaite conserver cette position haute de manière rigide, ce qui risque probablement de se passer, c'est que mes élèves vont commencer à avoir un sentiment d'injustice dans la relation. Et si la relation devient rigide, l'enseignement ne peut pas vraiment avoir lieu, car ça va générer soit de la soumission forcée chez l'élève, ce qui peut nourrir un sentiment de haine et d'injustice à l'égard du professeur, soit une posture d'insoumission, de revendication, de contestation, qui va amener à contester dans l'esprit de l'élève les enseignements reçus. Le fait que les punitions soient souvent perçues comme étant injustes, ça a à voir avec le fait qu'elles ne prennent pas appui sur des règles claires et partagées, qu'elles ne s'appliquent pas forcément de la même manière à chacun, et qu'elles peuvent être disproportionnées avec la faute qui est commise. Donc en fait, punir, c'est faire preuve de pouvoir et de puissance en plaçant l'enfant dans l'impuissance et dans la soumission. Là où on va voir que sanctionner, c'est faire preuve d'autorité en confrontant l'enfant à l'environnement qui l'entoure. Mais on y vient. Donc maintenant, qu'est-ce que la sanction ? Par opposition à la punition, la sanction peut être définie comme étant la conséquence prévue à l'avance d'une infraction ou d'un non-respect d'une règle ou d'une loi explicitement formulée et reconnue. Donc en fait, dans le cadre de la sanction, ce que l'on voit, c'est que les comportements qui sont répréhensibles sont élaborés à l'avance, ils sont explicités à l'avance et ils sont mis en corrélation avec des sanctions appropriées. Donc si vous suivez cette idée, la sanction éducative n'a pas pour but de punir, elle n'a pas pour but de venir augmenter la culpabilité de la personne qui a commis une faute, elle vise à le réinscrire par des actes de réparation dans la collectivité.
Une autre nuance que je trouve importante, c'est que la sanction a à voir avec l'indignité d'un acte et non pas avec l'indignité d'une personne. Et la sanction éducative n'intervient pas qu'en cas de problème, puisque l'on va également venir sanctionner de manière positive. C'est par exemple le cas des félicitations d'un conseil de classe à l'école. À partir des éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, on peut se dire que l'acte qui semble le plus éducatif ou le plus pertinent dans l'éducation, c'est la sanction et non pas la punition. Mais il y a plusieurs éléments à prendre en considération lorsque l'on va construire une sanction. Un de ces éléments, c'est que les règles doivent être explicites et que les conséquences, si on les transgresse, doivent l'être également. Un autre aspect extrêmement important, ça va être le fait de montrer l'exemple, puisqu'il n'y a rien de pire que le fait de mettre des règles qui ne sont pas appliquées de la même manière à tout le monde, puisque vous voyez, on a vu ensemble que l'intérêt de la sanction, c'est que justement, ça ne provoque pas ce sentiment d'injustice. Mais si on n'applique pas les mêmes règles à tout le monde, à ce moment-là, on perd complètement de vue le but premier de la sanction. On sait que les enfants fonctionnent beaucoup par imitation dans les apprentissages, et par conséquent, comment est-ce qu'on va lui enseigner qu'il ne faut pas dire de gros mots, par exemple, si ses enseignants ou ses parents en disent à longueur de journée. Un des éléments qui est très important quand on va construire une sanction, c'est l'aspect de réparation. D'une certaine manière, la sanction idéale, c'est celle qui permet à l'enfant de réparer sa bêtise tout en ayant effectué un apprentissage. Il jette un objet par terre, eh bien il le ramasse et il apprend qu'il ne doit plus le faire. Il a insulté ou il a dit un gros mot à son frère, eh bien il s'excuse. C'est de cette manière qu'il va pouvoir réparer son erreur, soulager sa culpabilité et apprendre les règles. Le fait de présenter des excuses, ça peut paraître simple à certains et ça peut apparaître comme une montagne à d'autres. Je vais vous livrer un petit concept que j'ai appris à l'Institut de formation et d'application des thérapies de la communication à Lyon et que je trouve très intéressant. En fait, cette conceptualisation, elle part du principe qu'il y a 4 niveaux différents, gradués par échelle d'intensité, qui vont permettre de pouvoir mesurer le degré d'excuse d'une certaine manière. Le premier barreau de l'échelle, donc le plus facilement accessible, ça va être ce qu'on va appeler le fait d'émettre des regrets. Donc quand on émet des regrets, ça veut dire d'une certaine manière que si l'action était à refaire, on referait probablement la même chose, mais qu'on regrette quand même les conséquences que notre action a eues sur les autres. Le deuxième niveau, le deuxième barreau de l'échelle, ça serait le fait de présenter des excuses. Donc quand on présente des excuses, ça veut dire qu'il y a d'une certaine manière une reconnaissance de la faute que l'on a commise et qu'on présente nos excuses à l'autre. Mais vous allez voir la petite nuance avec le barreau supérieur, c'est que dans le fait de présenter des excuses, on n'attend rien de particulier de l'autre. Alors que le niveau d'au-dessus, ça va être le fait de demander pardon. Quand on demande pardon, à ce moment-là, vous voyez qu'on se met en position basse. Parce que lorsqu'on demande pardon, non seulement il y a une prise de conscience que l'on a fait une erreur, mais en plus, on se met dans la position de celui qui potentiellement ne sera pas pardonné. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir à l'autre de nous pardonner ou de ne pas nous pardonner. Et enfin, le dernier barreau de l'échelle qu'on va, je l'espère, jamais utiliser dans l'éducation, c'est implorer la clémence. Donc ça va se retrouver que dans les cas extrêmes, c'est lorsque vraiment il y a une action qui est tellement grave qu'il n'est pas vraiment possible d'obtenir le pardon. Et à ce moment-là, la seule chose qu'il reste à faire, c'est d'implorer la clémence. Mais bon, dans des actions éducatives, la plupart du temps, on va écarter cette hypothèse. Et pour moi, peut-être la chose la plus importante à garder en mémoire quand on va parler de sanction, c'est qu'une sanction ne s'accompagne absolument jamais de souffrance, qu'elle soit physique ou psychique. Il y a d'ailleurs une loi qui a été votée par le Sénat le 2 juillet 2019 et qui interdit les violences éducatives ordinaires. Le risque, sinon, c'est que l'enfant intègre la punition et non pas l'enseignement. Et par conséquent, d'une certaine manière, ça lui apprend plutôt qu'il faut éviter de se faire prendre ou qu'il faut éviter de se faire voir lorsque l'on fait telle ou telle action. Et donc le risque, c'est que ça bloque l'enfant à un certain stade d'intériorisation de la loi assez précaire. Si ce concept d'intériorisation de la loi vous intéresse, je vous renvoie vers une précédente vidéo que j'avais fait sur ce sujet-là. Et en attendant de vous retrouver, prenez bien soin de vous.